Bonjour tout le monde. Voici la présentation pour le cours de cette semaine, compte tenu du fait qu'il faisait beaucoup trop chaud dans les classes. Donc, je pense qu'on est mieux de les faire à distance pour cette semaine. Donc, voici le PowerPoint qui vous présentera la matière pour cette semaine, puis on verra la suite la semaine prochaine ou pour certains de mes groupes, je pense que le groupe 5 et 6, on le verra la semaine d'après. Donc, il n'y a pas de problème, vous verrez la matière. Donc, si on commence, vente au détail, on commencera aujourd'hui, on va passer cette portion-là. Donc, à combien se chiffrent les ventes au Canada puis au Québec? En fait, la réponse, c'est au Canada, on est à 551 milliards de dollars seulement pour la vente au détail. Et au Québec, on se trouve à 119 milliards de dollars. Ça, c'est des chiffres qui datent, si je me souviens bien, de 2016. Quand on parle des principaux industries dans le commerce de détail, en fait, vous verrez dans les deux diapositives suivantes le tableau complet qui pourra vous être utile, entre autres, pour votre PFI. Mais on parle, entre autres, de l'automobile qui représente 26 du commerce de détail, suivi de près par l'alimentation et par la suite, on parle de marchandises diverses et des stations-service avec un 10 Donc, comme je vous disais, voici les deux grilles qui peuvent vous permettre d'avoir des informations par rapport à ça. Donc, c'est ici là, qu'on voit le fameux 26 pour les concessionnaires automobiles. Et les vêtements et accessoires vestimentaires, on parle seulement que de 6 Pourquoi les concessionnaires automobiles, on est à 26 Ben, c'est simple. C'est qu'en fait, c'est la valeur de la marchandise. On ne peut pas comparer l'achat de quelques morceaux de linge avec l'achat d'une nouvelle auto. Ça y va pour le plan marketing. En fait, étape numéro 1, mission de l'entreprise. On va faire un petit retour sur chacune de ces étapes-là. En fait, on l'a déjà fait en partie rapidement, mais on va y refaire un petit retour rapide. Donc, la mission de l'entreprise, c'est quoi? C'est la raison d'être. Okay? On parle, entre autres, si on parle de Google, on dit organiser l'information à l'échelle mondiale et le rendre universellement accessible et utile. Ça, c'est la mission de l'entreprise Google. Donc, ça expliquera et ça enlignera chacune des stratégies qui suivra et chacune des actions faites et utilisées, mises en place par Google pour le reste de leur vie. Par la suite, on dit qu'on analyse la situation actuelle. Pour ceux qui se souviennent de leur cours de marketing ou qui ont écouté en classe, on parle d'une analyse qu'on dit interne et d'une analyse qu'on dit externe. Donc, l'analyse interne, on va parler du PPDC ou des 4 P, selon qui vous avez eu comme prof. Et à l'externe, on va parler de 2 choses. On va parler du micro-environnement et du macro-environnement. Micro comme étant près de l'entreprise, macro comme étant plus global. Donc, dans le micro, on retrouve le marché, la concurrence, les distributeurs et les fournisseurs. Donc, c'est externe à l'entreprise, mais ça reste relativement près et d'une influence assez importante. Par la suite, on a ce qu'on appelle le macro-environnement, qui est, pour ceux qui se souviennent bien de l'acronyme, le PEST, le PESTEL ou le PESTELI, dépendamment. Donc, l'environnement politique, économique, social, technologique, écologique. Donc, c'est ce qui fait le tour. On parle, entre autres, dans ce cas-ci, là, comme vous le voyez ici, on parle de l'analyse FFOM ou du SWOT, dépendamment si vous le connaissez en français ou en anglais, des opportunités et des menaces que l'environnement externe apporte et des forces et des faiblesses internes de l'entreprise. Okay? Ce qui est important de comprendre, entre autres, là, c'est que particulièrement le domaine du commerce de détail est influencé actuellement par une opportunité et une menace, dépendamment on se trouve avec qui, dans le marché pour la technologie. Okay? Si on parle de la vente en ligne, puis la mondialisation. Okay? Quand on parle de mondialisation, dans ce cas-ci, ça veut dire que je peux commander. D'ailleurs, je vais me commander une paire de lunettes
une paire de lunettes soleil d'une marque internationale et je l'ai commandée de l'Italie. Puis elle me sera livrée dans les prochains jours ici à la maison. Okay? Donc, quand on parle de commerce de détail, bien, ça fait en sorte que le commerce du coin n'a pas fait de vente parce que moi, j'ai acheté en ligne à l'international en Italie. Donc, ça peut être une opportunité comme ça peut être une menace. Il faut y voir. Du moins, il faut au moins en être conscient. Par la suite, si on parle des objectifs de marketing, on parle de la compréhension de nos forces et nos faiblesses particulièrement, de l'environnement qui nous entoure. Et finalement, si on parle par exemple, un objectif marketing pourrait être d'augmenter les ventes de 10 au courant de la prochaine année. Ben, dans ce cas-ci, ben, on devra prendre l'objectif de l'entreprise serait d'augmenter les ventes de 10 puis l'objectif marketing à ce moment-là, qui doit se trouver à être en lien avec l'objectif marketing, l'objectif de l'entreprise serait à ce moment-là de, par exemple, développer un nouveau marché. Donc, le fait d'augmenter un nouveau marché pourra nous aider à rencontrer l'objectif principal de l'entreprise, qui est d'augmenter les ventes de 10 au cours de l'année. Puis par la suite, ben, c'est de trouver de quelle façon on va arriver à faire ça. Donc, ce qu'on appelle la mise en œuvre. Par la suite, c'est Maryse qui avait parlé de ça, puis je trouve ça intéressant. On dit, avant, on parlait des 4 P, prix, produit, place, promotion, puis maintenant, on parle des 7 P. C'est sûr que ça va dépendre de l'auteur qui va nous parler, mais en fait, je pense que ce qui est important de comprendre dans ce cas-ci, c'est que certains des facteurs autres sont particulièrement importants aujourd'hui, en 2018. Donc, on parle des people, des personnes qui travaillent à l'interne, de la façon dont les gens sont traités. Donc, maintenant, on ne peut pas juste traiter l'objet, mais on doit surtout traiter l'individu. Puis c'est ce qui va faire une différence. Quand on parle de physical evidence, on parle aussi, la traduction, ici, on parle de preuves physiques. On va parler de la qualité de la facture, la qualité de l'aménagement intérieur. Donc, je ne peux pas avoir une entreprise qui fait des produits de très grande qualité, puis par la suite, envoyer des documents qui sont boboches, imprimés sur du papier qui n'est pas de bonne qualité, puis avec une mise en forme qui n'est pas représentative de l'entreprise. Donc, c'est une espèce de continuité, ce que j'appelle entre autres la cohérence dans tout ça. Et finalement, les processus. Donc, s'assurer que les processus sont toujours en lien avec les objectifs de l'entreprise et par conséquent, les objectifs marketing. Donc, par exemple, la politique de retour, entre autres. S'assurer que la politique de retour est particulièrement bien établie si, par exemple, on parle d'un produit de grande valeur. Donc, c'est important d'être en lien et d'être cohérent. Par la suite, on va parler des différentes formes de communication. Donc, on parle de communication marketing. On a de la publicité de masse et on a de la publicité que j'appelle personnalisée. Donc, la publicité de masse, c'est n'importe quoi, par exemple, qu'on retrouve à la télévision. On peut retrouver des billboards, on peut retrouver des appels à tous. Les réseaux sociaux sont en grande partie de la communication de masse. Et par la suite, on a la communication qui est personnalisée. La vente, on parle que c'est une communication qui est personnalisée parce que dans la majorité du temps, on va se retrouver une personne face à l'autre et par la suite, on va pouvoir comprendre les besoins de cette personne-là et y répondre de façon individuelle. On parle aussi de télémarketing, donc ce qui est par système téléphonique, et le marketing relationnel. J'ajouterais, il y a une espèce de catégorie qui se trouve à être entre les deux, OK? Qui est une forme de communication de masse, du style, par exemple, si on parle d'infolettre, mais en même temps, qui est une communication personnalisée parce qu'on va être capable d'indiquer à la personne son nom. On va être capable de savoir qu'est-ce qu'elle a acheté à l'avance, puis peut-être lui recommander des produits en conséquence. Par exemple, je me fais un panier en ligne, j'achète pas, et par pur hasard, 1 heure ou 2 heures après, je me retrouve à avoir un courriel qui me dit êtes-vous toujours intéressé à acheter, Joanie? Voici un coupon 10% de rabais, ou voici, nous vous offrons spécialement la livraison en ligne. Okay?
Donc, c'est une communication de masse parce que c'est pas une personne individuelle qui me l'a fait, mais en même temps, c'est une communication qui est personnalisée parce qu'il savait très bien ce que j'avais mis dans mon panier à l'avance. Donc, à ce moment-là, moi, je trouve qu'il y a une espèce de entre les deux. C'est un outil de masse, mais c'est une communication personnalisée. Si on enchaîne, le processus de communication, vous êtes supposé de l'avoir vu dans le cours de négociation, mais on va refaire un petit tour rapide. Okay? Donc, habituellement, pour une communication, on parle d'au moins 2 personnes. Donc, on a l'émetteur, qui est la personne qui va envoyer la première idée, du récepteur, qui est la personne qui le reçoit. Puis par la suite, on parle, quand on regarde les grands cercles ici, là, on parle du champ d'expérience de chacun. En fait, on peut entre autres parler du bagage culturel de chacun, qui va venir influencer la compréhension du message. Donc, l'émetteur envoie un message qui est le code. Donc, parfois, c'est pas le message n'est pas aussi clair que la pomme est rouge, mais plutôt vous êtes dans un bar, puis il y a 2 personnes qui sont en train de parler ensemble, puis votre ami vous fait signe, puis vous dit viendrais-tu à la salle de bain? Puis là, ben, ce qui est important de comprendre dans ce cas-ci, c'est que la question, c'est pas viendrais-tu à la salle de bain, mais plutôt viens, on va les laisser tranquilles. OK? Donc, c'est une forme de codage. Puis par la suite, on va avoir le décodage. Vous, en tant que deuxième personne, si vous avez un champ d'expérience relativement similaire à l'émetteur, vous allez décoder le message. Quand on parle du canal, on parle du moyen utilisé. Donc, dans ce cas-ci, je parlais de la voix. Ça pourrait être par message texte, ça pourrait être par téléphone, ça pourrait être de façon écrite. Bref, il y a plein de façons de le faire. Et finalement, vous le décodez, rendu à l'autre bout. Par rapport à ça, une fois que le message a fait le premier sens, vous, par rapport à ça, vous avez une rétroaction. Donc, vous allez dire ah oui, j'arrive, par exemple. Donc, vous allez répondre à cette personne-là et le processus peut soit recommencer, soit la personne peut réagir par rapport à ce que vous venez de dire. Du genre, si vous n'aviez pas eu le même champ d'expérience, vous auriez pu répondre ah non, j'ai pas envie. Donc, la personne vous aurait alors répondu j'ai à te parler, viens, peu importe. Aurait essayé de prendre un autre message pour vous faire comprendre. Et ici, fait important, un instant, fait important, on parle du bruit. Et là, c'est important de comprendre. Si vous êtes dans un bar, il y a du bruit au sens strict, mais on peut aussi parler du bruit au sens figuré. Quand on parle du bruit au sens figuré, on peut parler, entre autres, du champ d'expérience. Si vous n'avez pas le même champ d'expérience ou pas le même bagage culturel, ça peut venir faire une grande différence sur la compréhension de l'autre personne et donc, ça viendra brimer le message. Dans le bruit, entre autres, on peut parler d'un état d'esprit, on peut parler d'une barrière de langue, entre autres, qui va venir diminuer la compréhension du message initial. Donc, on dit qu'il y a 4 niveaux pour la communication, des outils de communication. Donc, le premier niveau, qui est un niveau simple, on parle habituellement, majoritairement, c'est une discussion qui se fait avec une seule et unique personne et on parle de contenu familier. Genre, hey, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui quand tu reviens à la maison? Si on parle du niveau 2, on va y aller avec un niveau de compréhension un petit peu plus dégradé. Ça peut être avec une ou 2 personnes. On peut entre autres parler de conflits mineurs ou même d'explications simples. Pour te rendre au dépanneur, va jusqu'au bout de la rue, tourne à droite, attends la lumière, passe, puis tu le trouveras l'autre côté de la rue. Donc, c'est un niveau relativement simple encore, mais encore un peu plus complexe que le niveau 2. Puis, ça peut comprendre plus qu'un interlocuteur. Si on y va avec le niveau 3, là, encore une fois, on vient de complexifier les choses. On est une ou plusieurs personnes et on parle majoritairement de persuader. Donc, quand on parle de persuader, souvent, on va avoir des explications qui peuvent, entre autres, être plus techniques. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est un 3e niveau de communication. Par la suite,
on va parler du quatrième niveau, qui, lui, est vraiment plus complexe. Et on peut, entre autres, retrouver des problèmes de différence de langage. Et puis, on parle, entre autres, de négociations beaucoup plus complexes. Un des exemples donnés, c'est la négociation de l'ALENA. Donc, on parle de plusieurs différences culturelles mises ensemble en essayant de négocier un accord commun à l'international sur des questions qui sont politiques et assez complexes, qui seraient même assez complexes pour deux personnes qui parleraient toujours la même langue. Par la suite, si on y va avec la vente, la communication personnalisée, donc par exemple la vente, on dit quelle décision devez-vous prendre pour l'aspect vente dans votre entreprise. En fait, il y en a plusieurs. Ici, on peut en lister 8. D'ailleurs, une des questions principales, c'est est-ce qu'on vend en ligne ou non? Donc, tantôt, on disait que ça peut être une opportunité comme une menace, la technologie. Donc, la question est à se poser, est-ce que ça vaut la peine de vendre en ligne ou non? Puis, quels sont l'impact, le fait de vendre en ligne ou le fait de ne pas vendre en ligne? Il y a des avantages et des inconvénients à tout ce qu'on retrouve, donc c'est important de le considérer. Donc, décision à prendre au point de vue marketing, le rôle des employés. Est-ce qu'on parle de conseiller ou de vendeur? Quel est le rôle de la personne à l'entrepôt, entre autres? Si, par exemple, on décide de vendre en ligne, ça peut être une des questions principales. L'autre, on parle d'une question de rémunération. De quelle façon je vais rémunérer mon équipe de vente? On parle, entre autres, de la commission, des primes au rendement, des primes d'équipe. On parle des ressources humaines, particulièrement la rétention des employés, puis l'embauche des employés. En 2018, aujourd'hui, au moment où on parle dans la région de Sainte-Thérèse d'un plein emploi. Ce que ça vient avoir comme influence dans ce cas-ci, c'est que les ressources sont difficiles à trouver. Donc, les employés soit conservent leurs emplois, soit magasinent leurs emplois. Donc, vous devez offrir des avantages, soit pécuniers, donc salariales, soit des avantages de travail, des horaires flexibles, des avantages autres, par exemple une voiture fournie ou peu importe. Mais il va falloir vous démarquer de la concurrence si vous voulez conserver les employés que vous avez et vous assurer de ne pas avoir de problème de recrutement. Par la suite, on va parler du nombre d'employés sur le plancher. Puis ça, c'est important de comprendre qu'en théorie, on peut toujours avoir un employé sur le plancher, mais en pratique, dépendamment de qui on est, ça peut être important d'en avoir plus qu'un pour assurer un certain niveau de service à la clientèle. Donc, si je me présente si un deuxième client rentre en succursale, je vais pouvoir lui répondre plus facilement. Donc, il y a un certain niveau de questionnement à se poser par rapport à notre PPDC du nombre d'employés qu'il faudrait avoir disponibles selon un certain horaire. Par la suite, on a les objectifs de vente. Il faut les établir, les objectifs de vente. C'est pas toujours évident, mais il faut arriver à planifier un peu à l'avance les objectifs pour être capable de donner une certaine source de motivation et surtout d'avoir des possibilités de calcul de rendement. Par la suite, on a de la formation. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais on a la loi du 1% ici au Québec. La loi du 1%, ce qu'elle dit, c'est qu'on doit investir 1% de la masse salariale, si on a une masse salariale supérieure à 1 million de dollars, en formation. Et ça, c'est un suivi gouvernemental qui est fait à ce niveau-là pour s'assurer que la loi est suivie. Et si par exemple, l'entreprise décide de ne pas suivre la loi, bien à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est qu'on va vous demander de verser quand même cette somme-là, mais dans une cagnotte au gouvernement. Et les entreprises qui, elles, n'ont pas de masse salariale supérieure à 1 million de dollars pourront faire des demandes d'accès à ces budgets-là pour elles-mêmes faire de la formation interne. Finalement, les technologies intégrées, est-ce que mon équipe de vente a besoin d'une certaine forme de technologie ou pas?
Est-ce que c'est avantageux pour elle? Est-ce qu'on va en tirer profit? Est-ce qu'elle est prête à l'accepter? Ça, c'est une autre question à se poser parce que parfois, dépendamment de à qui on a affaire, on a des gens qui ne sont pas nécessairement technologiques sur nos planchers. Puis, il faut s'assurer que ces personnes-là sont bien à l'aise avec la technologie. Donc, la technologie, dans certains cas, peut être avantageuse et dans certains cas, peut ne pas être utilisée et donc serait littéralement une perte de temps et d'argent. Le point numéro 8, on dit comment on peut ajouter une valeur ajoutée au magasin physique. Donc, vente au détail égale vente en personne. Donc, dans ce cas-ci, on parle de magasin physique. Quel est l'intérêt de l'utilisateur de se présenter dans ma boutique? S'il n'y a aucun intérêt, les chances sont que ma boutique va être vide et que je vais vendre seulement en ligne. Si on parle du groupe Aldo, groupe Aldo actuellement, d'ailleurs, je vais changer de page parce qu'on en parlera, mais groupe Aldo actuellement ont des boutiques et vendent en ligne. Donc, il y a plusieurs ventes qui sont faites directement en ligne, mais l'utilisation des boutiques est entre autres faite pour une espèce de support au service à la clientèle. Donc, ça va aller ajouter un avantage. Ça crée une espèce de synergie entre la boutique en ligne et les boutiques physiques. Si on suit avec l'expérience client, on se pose la question comment le client a modifié son processus d'achat. Je pense qu'en 2018, on est tous conscients que le processus d'achat des clients commence majoritairement en ligne depuis plusieurs années, en fait. Les gens vont aller s'informer sur le type de produit, l'utilisation du produit, les commentaires par rapport à un produit, l'achat d'un produit par rapport à un autre produit, d'une solution par rapport à un autre. Donc, la journée où les clients arrivent en magasin, il faut être conscient que ces clients-là sont beaucoup plus informés qu'ils l'étaient à la base. Donc, c'est important d'essayer de voir de quelle façon on peut devenir une source d'information supplémentaire qui ne sera pas nécessairement celle de répéter, mais plutôt celui d'un conseiller en fonction des besoins que les clients ont. Donc, on parle désormais des différents canaux, web, mobile et magasins physiques. Un autre phénomène qu'on remarque, c'est que les gens consomment de l'information en ligne, même une fois rendus en boutique. Donc, ils vont aller comparer les prix, ils vont aller comparer l'offre de service de votre compétiteur et ce, même quand ils sont sur place. Donc, il faut être conscient de ça. Puis, on dit qu'ils sont connectés en permanence, finalement. Donc, peu importe où ils se trouvent, quand ils se trouvent, ils vont trouver l'information si vous ne leur donnez pas. Donc, on parle l'expérience client. C'est important de comprendre que c'est pas seulement en magasin, mais c'est aussi, on parle de avant, pendant, puis après. Donc, avant parce que on peut leur fournir une certaine forme d'information. Pendant parce qu'ils sont sur Internet, la convivialité, l'ergonomie, l'interactivité des plateformes, c'est super important d'en être conscient, de pas lésigner sur ces informations-là puis sur cette qualité-là. Puis par la suite, la disponibilité des produits rendus en magasin. Si je prends mon grand ami Best Buy, maintenant, j'ai même plus le réflexe d'y aller pour la simple et bonne raison qu'il m'est arrivé beaucoup trop de fois de voir le produit en ligne, de me présenter en magasin, puis de me rendre compte qu'il n'était pas disponible. Puis que finalement, il aurait fallu que je le commande en ligne. Okay? Donc, si j'en ai besoin à l'instant, c'est de moins en moins une option pour moi. Je vais me tourner vers d'autres solutions. Parfois, j'ai plus de succès chez des bureaux en gros de ce monde ou d'autres plus petits fournisseurs. Parfois, quand on a besoin de quelque chose rapidement, on va accepter de payer un certain prix un peu plus cher en échange d'une disponibilité immédiate. Et finalement, après, ben c'est le service après-vente, les conseils qu'on peut vous donner par rapport à ça, par exemple dans l'achat d'une auto, mais aussi, c'est en cas de problème. C'est quoi le processus dans lequel il faut que je m'embarque? Est-ce que c'est un processus qui est facile
à suivre? Est-ce que c'est facile pour moi d'avoir accès à l'information? Puis est-ce que mon problème a été réglé dans un temps raisonnable avec une solution qui convient au client? Ça, c'est important de comprendre que l'expérience client, ça se fait tout au long du processus. Donc, on parle ici de vos promesses, publicité, produits Internet, promotion, services, qui créent une synergie avec le client et donc qui vient favoriser l'expérience client. Quand on parle d'expérience client, on parle entre autres multicanaux. Donc, c'est important de faire comme je disais tantôt un peu avec Aldo, une espèce de synergie le plus possible entre ce qui se passe en magasin et ce qui se passe en ligne pour arriver à ce que les deux soient complémentaires. Numérisation du point de vente, bien, c'est sûr qu'on parle de bornes tactiles en magasin, ce qui est plus rare un peu. Parfois, si on prend le Canadian Tire, va être capable de nous indiquer où se trouve l'article, donc dans quelle rangée se trouve l'article pour qu'on puisse mieux le trouver. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on n'a pas besoin de chercher un conseiller qui est peut-être occupé à faire autre chose. On parle de murs interactifs, sont plus rares un petit peu, mais c'est quand même des technologies qui existent et finalement des miroirs connectés. Encore une fois, c'est pas des technologies qui sont très fréquentes, mais ce sera de plus en plus vu. Un exemple par rapport à ça de la numérisation du point de vente, c'est la boutique sur mesure, qui est une nouvelle boutique, ça fait quand même plusieurs années que ça existe, qui était à Montréal, qui en a une maintenant à Laval, qui en fait ont des cabines numériques qui vont vous permettre de scanner votre corps en entier pour arriver à vous faire un profil d'acheteur. Ce profil d'acheteur-là, par la suite, vous permettra de faire des habits sur mesure, des chemises sur mesure, etc., etc. Vous pourrez choisir votre matériel et le travail sera fait pour que ce soit directement ajusté à votre corps. Fait que ça aussi, c'est quelque chose qui devient intéressant. Et quand on parlait de synergie tantôt, bien, on parle d'une synergie de plateforme aussi. Donc, on a la cabine en ligne qui nous permet d'avoir les mensurations, mais en même temps, on a le conseiller qui va nous recommander certains types de tissus ou un certain look en particulier. Par la suite, on a aussi ce qu'on appelle la relation client, entre autres avec des iPods puis des CRM. CRM, c'est une plateforme multiservice qui sert à, entre autres, les SAP de ce monde qui vont servir à gérer plusieurs trucs en même temps. Donc, dans ce cas-ci, on parle, entre autres, de gestion des stocks. Est-ce que ça, tu l'as disponible? Ils prennent leur iPod ou l'autre outil qu'ils peuvent avoir. Puis là, ils vont être capables de savoir combien ils en ont en stock actuellement, puis où ils se trouvent dans le magasin pour vous le fournir. Et surtout, ça permet d'accompagner les vendeurs. Comme je vous disais tantôt, est-ce que c'est important d'en avoir dans chacun des services qu'on offre? Pas nécessairement, mais je pense que ça vaut la peine de se poser minimalement la question. Si on pense que c'est un outil qui ne sera pas utilisé, ben à ce moment-là, peut-être qu'une certaine forme de formation pourrait être intéressante. Et l'intérêt, ce qui est toujours important, c'est d'évaluer le coût-bénéfice. Combien l'implantation d'une technologie de ce genre-là pour améliorer l'expérience client va venir améliorer l'espace client en dollars absolus. Sinon, il n'y a aucun intérêt à faire ce genre d'évaluation-là. Il y a aussi d'autres formes de technologie. On parle entre autres de la carte Inspire de la SAQ qui, selon les annonces en ligne, la personne prend la carte, le donne au conseiller, le conseiller se connecte dessus et là, soudainement, voit les préférences de son client. Vous êtes quelqu'un qui aimait le scotch tourbé, alors pour cette raison-là, actuellement en boutique, on a une promotion, 1200 points ou 3000 points de la carte Inspire pour une bouteille de scotch tourbé qui sera disponible actuellement en boutique. Donc, cette expérience-là, ce que ça permet, c'est de savoir à qui on a affaire, puis de pouvoir le mieux le conseiller par rapport à son produit. Et donc, ça va,
c'est pour ça, entre autres, qu'on parle d'une amélioration ou d'une optimisation de l'expérience client. Donc, le client est non seulement présent en boutique, mais en plus, il est capable de se faire conseiller quelque chose qui est beaucoup plus personnalisé pour lui, quelque chose qui serait pas possible si on n'avait pas ce genre de système-là. On parle de la carte Inspire, on parle, entre autres, aussi, on donne l'exemple de la carte de Sephora qui va vous donner les achats habituels, le nombre de points où vous êtes rendu, les prochaines promotions que votre compte a droit, etc., etc., etc. Si on y va avec le Rafa Cycle Club, en fait, c'est pas celle-là en particulier, c'est pas un exemple que je connais personnellement. Par contre, ce qu'on en conclut ici, c'est qu'il y a une synergie entre l'espace boutique et l'expérience client. Donc, on fait, c'est un café où on peut aller faire réparer son vélo et acheter des outils ou des accessoires de vélo. Donc, on parle d'une valeur ajoutée ici. Pourquoi le client achèterait en ligne ou pourquoi le client se présenterait en boutique? Mais en fait, c'est ce qui vient créer un certain avantage que les gens vont pouvoir se déplacer. Donc, cette espèce de proximité-là puis de conseil-là ne pourra pas être fait en ligne, alors qu'en boutique, c'est possible. On parle, entre autres, des lieux physiques qui possèdent certains avantages particuliers qui sont indéniables. Par exemple, on a déjà magasiné un système de son. Je peux le magasiner en ligne sans problème. Je vais pouvoir en acheter. Je vais peut-être pouvoir l'avoir moins cher, dépendamment d'où je commande. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que jamais aucune forme de plateforme en ligne va pouvoir me permettre d'avoir l'expérience que je vais avoir dans mon salon avec un système de son X ou Y. Et donc, pour cette raison-là, on s'est déplacé en boutique. On est allé, entre autres, chez Filion Électronique à Laval pour aller s'asseoir et essayer. Donc, on s'est assis dans un sofa. Ils ont des salles complètes qui sont destinées à ça ou à tester les différents appareils pour voir les sons qu'on préférait. Et c'est une des raisons pourquoi on s'est déplacé. Okay? Fait qu'il faut comprendre que c'est pas la fin de la boutique de détail. Je pense seulement qu'il faut adapter les produits aujourd'hui à des solutions avantageuses pour les clients et leur donner un avantage de se déplacer. Okay? Donc, ça prend une valeur ajoutée à la boutique, un certain conseil, un pouvoir de tester la marchandise. Si on parle, entre autres, de certaines boutiques d'un magasin qui s'appelle aux États-Unis, je ne sais pas si vous allez voir ma passe, qui s'appelle Bass Pro Shop. Donc, si on prend, je pense que c'est la boutique qui se trouve à Myrtle Beach, en Caroline du Sud. Ils ont à l'intérieur de la boutique, c'est une boutique de chasse et pêche. On retrouve, entre autres, à l'intérieur un grand bassin qui va vous permettre de tester de l'équipement de pêche, entre autres. Les magasins de golf qui vont vous permettre de tester les bâtons sur des jeux virtuels. Ça aussi, c'est particulièrement intéressant. Puis, c'est quelque chose que vous ne pourrez pas faire en ligne. Donc, c'est là où on vient créer un avantage à la boutique. Donc, est-ce qu'on doit avoir du en ligne? Est-ce qu'on doit avoir juste du briquet-mortier? Pas nécessairement. Je pense que l'important, c'est de créer l'espèce d'amalgame dans tout ça. Puis c'est ce qui va faire, entre autres, que l'écosystème global autour de ça va devenir avantageux pour vous. Sur ce, je vais vous laisser là-dessus. On se revoit, comme je vous disais au début de la vidéo, soit au début de la semaine prochaine ou au début de l'autre semaine, dépendamment de mes groupes. Je vous souhaite une excellente fin de semaine. Profitez-en. Puis, on se revoit bientôt. Bye!